nanashkamati noto de troando karagat tji nanjend makne Canada Betchehet, la recherche sur l'adoption coutumière ou des catoudan ou achat makmaliotenam. Que nanashkamojen inut katejen wijwat katidad mojen inweb ek narajabnan unjish het Madame Christiane Gay et Sébastien Grandmont. Merci. Alors bonjour. Ça marche toujours quand on ouvre les boutons. Alors bonjour, je suis Christiane Gay, je suis professeure à l'Université du Québec en Outaouais, en travail social, et je travaille avec les Inuits depuis presque 10 ans maintenant. Je pense que c'est ce que je pourrais dire sur moi, là. Je vais laisser Sébastien, qu'on appelle mon co-chercheur, se présenter. Oui. Alors, bonjour, je suis Sébastien Grandmont, je suis professeur de droit à l'Université d'Ottawa et en fait, je m'intéresse depuis 25 ans aux questions de droit des Autochtones et en particulier, je m'intéresse aux questions relatives à la reconnaissance des traditions juridiques autochtones ou du droit autochtone lui-même, c'est-à-dire le droit que les peuples autochtones ont en leur propre sein. Alors, ça va être un exemple de ça qu'on va voir aujourd'hui. Alors, Christiane va faire l'introduction, et puis après ça, je vais... Alors, on a divisé notre présentation là, en 7 points, mais avant de commencer la présentation, je voulais vous remercier ce soir, vous êtes déplacés, de venir ici ce soir. Ouais, je déparle, c'est parti. Et je voudrais aussi remercier les gens qui nous écoutent sur InouWeb, là, qui prennent le temps là, de cette soirée là, pour passer du temps avec nous. Je voudrais aussi remercier Nadine Volant, pour nous avoir fait confiance comme chercheur, parce que sans sa confiance, sans son drive, comme je pourrais dire, son énergie, je pense qu'on ne serait pas ici ce soir. Et je voudrais aussi, surtout, remercier tous les participants qui ont donné de leur temps généreusement pour nous raconter une partie de leur vie, leur histoire, leur expérience en tant qu'adoptés ou en tant qu'adoptants. Parce que s'ils n'avaient pas participé, ben, on ne serait pas ici ce soir à vous parler de l'adoption coutumière. C'est vraiment parce que des gens ont accepté de nous faire confiance, de venir nous rencontrer, puis de nous parler de leur vie. On a divisé notre présentation en 7 parties. Dans un premier temps, Sébastien va vous présenter un peu le contexte social, le contexte politique, à partir duquel est né nos projets de recherche avec Wawatchitun. Puis, dans un deuxième temps, je vais présenter le projet de recherche, un peu les objectifs qu'on visait par cette recherche-là, la méthodologie qu'on a utilisée, et je vais par la suite présenter les principaux résultats en 4 grands constats. Et Sébastien, par la suite, va terminer la présentation en vous parlant un peu de la reconnaissance de l'adoption coutumière dans le Code civil, donc les avancées qui ont découlé de nos recherches là, dans le Code civil. Alors, est-ce que je parle assez fort? Oui, ça va. Alors, je vais passer la parole maintenant à Sébastien. Merci. Alors, il faut bien comprendre que, à titre de contexte, là, on est ici dans une situation où on parle de l'intervention de l'État québécois en particulier, dans les relations familiales autochtones. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que, disons, avant les années 50, avant, au 19e siècle ou avant, les Inuits avaient et ont toujours eu leur propre façon de gérer leurs relations familiales. Et ce n'est que relativement récemment que l'État québécois est venu se mêler de tout ça et est venu chercher à dire aux Inuits, voici
qui est l'enfant de qui, et aussi de mettre en place un régime qui s'appelle le régime de protection de la jeunesse, qui permet à l'État de venir retirer des enfants de leur famille, des communautés inoues, en fait, lorsque l'État estime que leur sécurité et leur développement est compromis. Mais tout ça, c'est quand même, à l'échelle de l'histoire, c'est quand même relativement nouveau, et je pense qu'il est bien important de comprendre d'où ça vient. Et sans trop reculer dans l'histoire, je dirais que les origines immédiates de cette situation-là, ça se trouve dans les modifications qui ont été apportées à la loi sur les Indiens en 1951. Et à cette époque-là, le gouvernement fédéral avait décidé de favoriser une politique d'assimilation et d'intégration des peuples autochtones dans la population générale. On s'était dit, là, on devrait arrêter de traiter les Autochtones différemment des autres citoyens et graduellement d'abolir le statut d'Indien. Et une chose que le gouvernement fédéral a faite à ce moment-là, c'est d'inviter les provinces à offrir leurs services publics aux communautés autochtones et en particulier d'appliquer leur régime de protection de la jeunesse dans les communautés autochtones. Ça s'est fait graduellement. Il a fallu que le gouvernement fédéral décide de mettre de l'argent pour convaincre les provinces, mais dans les années 60, c'est devenu assez bien établi et les autorités provinciales de protection de la jeunesse se sont mises à appliquer leurs lois dans les communautés. Il faut aussi se souvenir qu'à ce moment-là, le gouvernement fédéral avait aussi commencé à fermer les pensionnats. Et peut-être un peu plus tard au Québec que dans les autres provinces, mais à se dire que les pensionnats, ça ne marche pas tellement. On devrait envoyer les enfants autochtones dans les mêmes écoles que les autres enfants. Et donc, dans ce contexte-là, lorsque les travailleurs sociaux des services provinciaux de protection de la jeunesse sont arrivés dans les communautés autochtones, leur intervention, quel a été son résultat? Eh bien, ça a été de sortir massivement les enfants des communautés autochtones. C'est ce qu'on a appelé la rafle des années 60. On en a entendu parler récemment dans les médias. Il y aura une compensation qui sera payée aux victimes de la rafle des années 60 par le gouvernement fédéral. Mais il faut comprendre que si c'est arrivé, c'est parce que on a appliqué des régimes provinciaux de protection de la jeunesse qui n'avaient jamais été conçus pour les peuples autochtones ou en ayant la situation des peuples autochtones à l'esprit. Et les travailleurs sociaux non autochtones arrivaient dans les communautés et se mettaient à dire « Oh, telle famille, ça n'a pas de bon sens, on va sortir les enfants. » Et on se disait, la meilleure chose qui peut arriver aux enfants autochtones, finalement, c'est d'être adoptés par des familles non autochtones partout au Canada ou même parfois à l'étranger. C'est pour ça qu'on appelle ça, là, aujourd'hui, la rafle des années 60. Mais est-ce que la rafle des années 60 est terminée? Ça, c'est une excellente question parce qu'on appelle ça la rafle des années 60 parce que c'est à ce moment-là que ça a commencé, qu'on s'est aperçu qu'il y avait une surreprésentation des Autochtones. Mais encore aujourd'hui, l'application des lois provinciales de protection de la jeunesse aux communautés autochtones produit une importante surreprésentation des peuples autochtones dans le régime de protection de la jeunesse. Et je ne veux pas vous inonder de statistiques, mais je vais me contenter de dire qu'à l'échelle canadienne, un enfant sur deux qui est placé en famille d'accueil est un enfant autochtone. Une autre façon de voir les choses, c'est de dire qu'un enfant autochtone au Canada a 12 fois plus de chances de faire l'objet d'un placement en famille d'accueil qu'un enfant non autochtone. C'est pour ça qu'on parle de surreprésentation.
On a souvent pensé qu'au Québec, là, c'était pas comme ça, que le problème de la surreprésentation, c'était dans l'Ouest, puis qu'au Québec, on traitait bien les Autochtones, là, puis qu'il n'y avait pas de problème. Mais non, la réalité, c'est qu'il y a aussi surreprésentation des enfants autochtones québécois dans le régime de protection de la jeunesse. Et les études récentes là, montrent que ce serait par un facteur 5, c'est-à-dire qu'un enfant autochtone aurait 5 fois plus de chances d'être placé en famille d'accueil qu'un enfant non autochtone. Alors ça, c'est la réalité aujourd'hui qui découle de l'application des régimes de protection de la jeunesse aux enfants autochtones. Mais je vais attirer votre attention sur une autre dimension de cette situation-là. C'est que quand les travailleurs sociaux non autochtones sont arrivés dans les communautés, ils n'ont jamais pensé que les communautés autochtones avaient leur propre régime de relations familiales, avaient leur propre façon de prendre soin de leurs enfants. Et puis moi, je suis un juriste, là, alors je vais dire, ils n'ont pas pensé que les communautés autochtones avaient leurs propres droits, leur propre système juridique qui porte sur les relations familiales et la protection de la jeunesse. Et ça, le fait de ne pas voir cette réalité-là, de ne pas voir la normativité des peuples autochtones, le fait que les Autochtones ont leur propre façon de régir, de décider, de faire les choses, bien, c'est un des facteurs qui a conduit à la surreprésentation des Autochtones en protection de la jeunesse. Parce qu'on ne voyait pas les solutions au sein même des communautés. Et ça, c'est quelque chose qui est répandu non seulement chez les travailleurs sociaux, mais chez les fonctionnaires, les avocats, les juges. On pense que si ce n'est pas écrit dans une loi, ça n'existe pas. Or, le droit Innu, ce n'est pas un droit écrit, on va le voir, mais il existe tout de même. Et c'est ça, je pense, la principale avancée là, du projet de loi qui a été adopté en juin dernier sur l'adoption coutumière, c'est de reconnaître cette fois-ci le droit Innu et d'aménager des passerelles entre le droit Innu et le droit québécois. Des passerelles là, qui sont fondées sur une relation de respect entre les deux systèmes juridiques plutôt que sur des relations hiérarchiques. L'État québécois impose, l'État québécois délègue ou l'État québécois autorise. Là. Non, c'est des relations, si vous voulez, de nation à nation. Alors, voilà un peu le portrait historique. Et Christiane va maintenant parler de notre projet de recherche qui a contribué à mieux connaître ce droit Innu de l'adoption. Alors, en fait, c'est dans ce contexte-là, social, politique, qu'est né le partenariat de recherche qu'on a mis en place avec Wew'utchitun et donc avec Nadine. Ce projet-là ou ce partenariat de recherche-là, en fait, c'est parce qu'il y a plus qu'une recherche, il n'y a pas seulement la recherche, l'adoption coutumière, là, je vais y revenir, mais ce partenariat-là est né il y a de ça déjà plusieurs années. Il a pris naissance à l'époque où moi j'ai fait ma thèse de doctorat. Je m'intéressais à la reconnaissance des savoirs autochtones en intervention sociale. Je suis une travailleuse sociale de formation. Et j'étais venue dans les communautés rencontrer des intervenants Innu, des intervenants sociaux Innu qui m'avaient parlé de leur pratique. Et c'est là que j'ai fait la connaissance de Nadine et qui, pendant cette période-là, m'avait parlé de son rêve. Qui était de mettre en place une protection de la jeunesse. On dit protection, là, je pense qu'il faudrait y trouver un autre nom un jour, mais d'avoir une manière de protéger les enfants, mais que ce soit par les Inuits, donc un système Innu de protection de la jeunesse. Par la suite, j'ai terminé mon doctorat et puis j'ai été embauchée comme professeure à l'Université du Québec en Outaouais et j'ai maintenu des contacts avec Nadine. Et c'est à travers ces contacts-là qu'on est venu à se dire, mais comment la recherche pourrait être mise à profit ou pourrait servir à la réalisation de ce rêve-là.
À l'époque, on s'est dit peut-être que ce qu'il faudrait faire dans un premier temps, ce serait de mieux faire connaître les pratiques culturelles inoues. Puis à l'époque, on en a identifié 3. Les pratiques parentales ou les pratiques éducatives qu'on a appelées, les pratiques de guérison sur le territoire et enfin, il y avait le projet des pratiques d'adoption coutumière. Pourquoi est-ce qu'on a voulu, dans un premier temps, valoriser ces pratiques-là? Eh bien, parce qu'on prenait conscience, probablement Nadine en était plus consciente que moi à cette époque-là, que les acteurs avec qui on va devoir négocier cette gouvernance en protection de la jeunesse, parce que la loi permet aux communautés autochtones de négocier, dans la loi, on parle de l'article 37.5, là, c'est dans notre jargon, mais cet aspect-là de la loi, elle permet aux communautés autochtones de développer leur propre gouvernance en protection de la jeunesse. Et les Atikamekw, là, entre autres, qui ont mis en place un projet pilote. Et on voulait aller dans cette direction-là, mais les acteurs avec qui les Inuits doivent négocier, c'est souvent les acteurs de la protection de la jeunesse, les gens du ministère, les gens du gouvernement. Et ces gens-là, qui connaissent peu ou pas la réalité autochtone, ben, ils ont souvent une méconnaissance des fondements du mode de vie des Inuits, des pratiques culturelles qui découlent de ce mode de vie familial-là ou du mode de vie de manière générale. Et ils ont aussi une méfiance envers tout ce qui sort du registre en termes d'intervention. Alors, guérison sur le territoire, là, ça ne sonne pas beaucoup de cloches là, pour un Blanc ou un Allochtone. Alors, on s'est dit que on ferait d'abord ces projets-là pour les faire connaître et valoriser ces pratiques-là, mettre des mots sur des réalités que vous connaissez. Vous n'avez pas besoin qu'on vous les décrive, mais les Allochtones, eux, on a besoin de leur dire des choses puis les mettre par écrit pour qu'ils finissent par le reconnaître. Alors, le projet sur l'adoption coutumière, ben, il vise d'abord et avant tout à faire connaître et à valoriser, comme je l'ai dit, cette pratique culturelle-là. Elle vise aussi à identifier les cadres plus juridiques ou les cadres institutionnels qui favorisent ou qui permettraient de favoriser la prise en compte de cette pratique-là en protection de la jeunesse. Et c'est pour ça qu'on s'est associé, Sébastien, ça nous prenait un juriste dans l'équipe. Ça vise aussi à permettre de déterminer une structure qui va permettre un système, une organisation là, qui va permettre cette reconnaissance-là. Dans tout projet de recherche, ça prend une méthode de recherche. Il n'y a aucune recherche qui se fait par des chercheurs sans méthode de recherche. Donc, à l'époque, on s'est dit que celle qu'on utiliserait, ce serait l'approche biographique. On l'appelle aussi l'approche narrative. C'est une approche que Nadine connaissait d'une certaine manière parce que c'est l'approche que j'avais utilisée pour valoriser les pratiques des intervenants sociaux inuits et que mon doctorat avait même permis d'adapter là, aux réalités autochtones. Alors, c'est cette approche-là qu'on a utilisée pour tous les projets de recherche dont j'ai parlé ultérieurement et dont précédemment et nécessairement celle sur l'adoption coutumière. C'est une approche, une des raisons pour laquelle on a choisi puis on a continué avec cette approche-là, c'est qu'elle permet ou elle laisse beaucoup de place aux participants. C'est les gens qu'on rencontre qui décident du contenu qu'ils vont nous livrer. On essaie c'est une des seules approches où on n'a pas besoin de poser des questions. En fait, j'en pose 2, 3 au tout début, et puis après, c'est que des questions de relance ou des questions pour préciser. Donc, la rencontre, elle est là pour permettre aux gens de nous raconter leur histoire, de nous raconter leur expérience, et ça permet le moins d'interprétation là, pour un chercheur qui, comme moi, n'est pas inou, je ne suis pas autochtone non plus, là. L'autre avantage de cette approche-là, c'est qu'elle reconnaît l'expertise du savoir. Les gens qui nous racontent leur histoire, leur expérience, c'est considéré comme un savoir au même titre que toute autre forme de savoir qu'on trouve dans les livres à l'université. Alors, quand moi je parle des récits, pour moi, je vais vous parler de ce qu'on fait avec les récits, c'est une forme de savoir qui est tout aussi importante, tout aussi légitime que ce que moi je peux écrire sur l'interprétation que je peux faire de ces récits-là. C'est aussi une approche qui respecte la tradition orale, la manière et l'écoute, et donc la manière dont les Inuits, de manière générale, ont historiquement et traditionnellement transmis leurs connaissances et leur savoir de génération en génération. Donc, c'est probablement, parmi toutes les approches disponibles en recherche, celle qui
qui nous semblait être la plus pertinente puis la plus utile là, dans ce qu'on avait envie de faire avec les projets de recherche. Non, je n'ai pas fini. On a rencontré au total une douzaine de participants, une douzaine d'Inuits, qui ont accepté de nous parler de leur histoire en tant qu'adoptés ou en tant qu'adoptants. Mais il y a des gens qui nous ont raconté, qu'on a rencontrés et qui nous parlaient de ces deux expériences-là. Ils avaient eux-mêmes été adoptés et ils avaient eux-mêmes adopté par la suite des enfants. On a aussi considéré une dizaine d'autres récits qui ont été réalisés dans les autres projets de recherche, notamment celles sur les pratiques éducatives, parce que c'est des thèmes très connexes et beaucoup d'Inuits nous ont parlé de la pratique d'adoption coutumière. Donc, on s'est servi aussi de ces récits-là pour faire notre analyse. Lors des entrevues, les gens étaient invités à nous parler d'eux, à nous raconter un peu leur vie, mais surtout leur expérience comme adoptés ou comme adoptants. Toutes les rencontres ont été enregistrées d'une manière audio et toutes les entrevues ont été retranscrites mot pour mot, donc incluant les silences, les pleurs, les rires. C'est ce qu'on appelle faire un verbatim. Mais ça, c'est assez plate à lire. Je ne sais pas si vous avez déjà lu des verbatims d'entrevue, mais c'est très, très long à lire, c'est très ennuyeux. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on reconstruit, on utilise le contenu, on ne change rien, mais on déplace les paragraphes, on enlève tout ce qui est les redondances, puis on écrit une histoire, un récit qui parle à la forme du jeu. Et cette histoire-là, ce papier-là qui raconte l'histoire de la personne, on lui redonne par la suite. Et elle a le loisir de modifier le récit. Elle peut enlever des sections, elle peut en rajouter, elle peut nuancer. Le récit, à la fin, il appartient à la personne qui a participé à la recherche. Et c'est l'outil qu'on utilise pour analyser les résultats et qui nous ont permis d'arriver au constat que je vais maintenant vous présenter. Il y a beaucoup de matériel dans les récits. On pourrait en parler pendant presque une heure, mais là, pour les besoins de la cause, on trouvait important de cerner ce qui ressortait comme étant le plus important et le plus significatif. Et on a résumé un peu les résultats en termes de 4 grands constats. Le premier constat qu'on peut faire à la suite de la lecture des récits, c'est que le mot adoption coutumière est toujours totalement inadéquat ou inadapté pour parler ou décrire la pratique telle qu'elle a été racontée par les Inuits. Elle est tellement inadéquate que dès le départ, avec certains participants, ça crée un petit peu de confusion parce que les gens, quand on parlait d'adoption, systématiquement, ils pensaient à l'adoption légale, donc à l'adoption telle qu'on la vit là, au Québec chez les Blancs. Et donc, il a fallu qu'on s'ajuste pour dire, bon, non, c'est pas ça, on n'est pas vraiment en train de parler de ça. Et les gens qui comprenaient ce qu'on était en train de dire ou de quoi on parlait, n'étaient pas nécessairement à l'aise avec le mot d'adoption coutumière ou d'adoption traditionnelle. Alors, quand on leur a demandé de nous dire quel est le terme qui serait le plus approprié dans la langue Innu pour décrire la pratique, eh bien, on nous a proposé le terme de Nikubaniem ou Nikubanishkwem pour une jeune fille. Dans le futur, on devra valider si c'est toujours le mot qu'on devrait utiliser, mais pour le moment, c'est le mot en Innu qu'on utilise. Mais même si les gens nous ont parlé d'un mot comme ça, comme le Nikubaniem ou Nikubanishkwem, dans les faits, les gens, quand ils nous parlaient de leur histoire, jamais ils n'utilisaient ce mot-là, même s'ils tentaient de le traduire, une façon de traduire ce concept-là. Ils utilisaient plutôt des mots reliés qu'on utilise là, quand on parle de nos relations dans la famille, nos relations de parents. Et donc, les gens nous disaient, ben moi, mes grands-parents, je les appelais papa et maman. Il y a une dame qui parlait de sa sœur adoptive et qui nous dit, ben j'étais sa petite sœur et mon frère était son petit frère. Donc, on n'utilise pas nécessairement quand on parle des gens qui font partie de notre famille et qui ne sont pas biologiquement reliés à nous. Il n'y a pas de distinction. De façon générale, c'est les mêmes mots qu'on utilise. À un point tel que quand on fait les rencontres, on sait. Quand les gens nous parlent, ils sont en train de nous parler de leur mère adoptive ou de leur mère biologique, mais 4 mois plus tard, quand on lit les récits, on a eu un petit peu un gros défi parce qu'on ne savait plus trop si la personne est en train de nous parler de sa mère adoptive ou de sa mère biologique. Alors,
pour un chercheur, c'est un beau défi, mais il a fallu qu'on revalide certaines choses avec les gens pour être sûr qu'on se comprenait et qu'on n'interprétait pas les résultats. Le deuxième constat, c'est que la pratique du Nekoubaniem est une pratique qui est encore très vivante au sein de la communauté de Ouachat Makmalutenam. C'est pas une pratique qui est juste vécue ou racontée par les aînés ou les personnes qui sont plus âgées. C'est vraiment une pratique qui est vécue encore aujourd'hui par les jeunes, par la jeune génération. Et probablement qu'une des raisons pour lesquelles c'est encore présent dans la communauté et vivant, c'est sans doute parce que le mode de vie des familles Innu est encore organisé et structuré à partir d'une vie familiale fondée sur la famille élargie. Et dans ce mode de vie familial élargi, eh bien, les grands-mères, les grands-pères, les oncles, tantes, cousins, cousines, sœurs, frères ont encore des devoirs et des responsabilités envers les enfants. Et ça, c'est quelque chose qui perdure encore aujourd'hui. En fait, l'enfant n'appartient pas seulement aux mamans ou au papa biologique, mais il appartient à toute la famille, à la limite à toute la communauté. Et tout le monde a une responsabilité envers cet enfant-là. Une autre raison pour laquelle je pense qu'elle est encore vivante, c'est que le Nekoubaniem est fondé sur une valeur qui est très, très présente encore au sein de la communauté, même si certains ont l'impression que cette valeur-là s'effrite parce qu'on a rencontré beaucoup d'Innu à travers les 3 projets de recherche. Je dirais les 4 parce qu'il y a eu ma thèse de doctorat. Mais dans tous les projets, tout le monde nous a parlé de la valeur de l'entraide. Et l'entraide fait en sorte que ça fonde l'idée du Nekoubaniem. Si l'entraide n'était pas là, bien, le Nekoubaniem n'existerait pas nécessairement. Et parce que cette valeur-là est encore au cœur de votre vie, bien, la pratique, elle trouve une place pour continuer d'exister. En fait, les Innu qu'on a rencontrés confient leurs enfants pour différentes raisons. Et quand je m'adresse à un public blanc, je leur dis souvent, vous pensez peut-être que la raison principale pourquoi on confie un enfant à sa tante, à sa sœur ou à sa mère, c'est parce qu'on est incapable de s'en occuper, parce qu'on a des problèmes de santé mentale, on a des problèmes de consommation. Mais vous seriez surpris que c'est vraiment pas la première raison pour laquelle les Innu confient leurs enfants à quelqu'un d'autre. Ça peut être tout simplement parce qu'on doit partir en dehors de la communauté pour plusieurs mois, ou peut-être une année ou 2, parce qu'on doit aller étudier ou parce qu'on doit aller travailler. Ça, c'est une des raisons qui est ressortie dans les rencontres qu'on a eues. Une autre raison qui est très souvent relatée, c'est le fait que les jeunes filles chez les Innu ont des enfants assez jeunes, à 15 ans, à 16 ans, et qu'à cette époque-là, on n'a pas toujours fini d'étudier ou d'aller à l'école. Et souvent, on vit encore avec maman, papa, sa sœur, sa tante. Vous êtes des familles élargies qui vivez beaucoup sous le même toit, d'ailleurs. Et donc, la grand-mère ou la tante ou la sœur prend soin de l'enfant pendant plusieurs années. Et quand là, la mère décide elle obtient une maison dans la communauté, bien l'enfant, des fois, fait le choix de rester avec grand-maman ou avec la tante qui s'en est occupée pendant les premières années de sa vie. Et donc, ça, c'est souvent une des raisons qui est mentionnée, qui fait que le Nekoubaniem continue d'exister. Il y a aussi une autre valeur qui était très présente dans les récits des gens qu'on a rencontrés, c'est celle du respect. Le respect, c'est à la base du consensus, je vais en reparler tantôt, entre les gens dans la famille, mais il y avait aussi et surtout le respect du choix de l'enfant. Quand on pratique, pas l'adoption, mais le Nekoubaniem ou Nekoubanishkwem, on se préoccupe toujours, et c'est presque dans tous les récits, c'est devenu quelque chose d'assez important, on se préoccupe toujours de respecter le désir et le choix de l'enfant. Et là, j'ai quelques citations pour illustrer, je pense que ça illustre encore mieux que ce que moi je pourrais dire. Il y a une dame ici qui nous dit, « Eh bien, quand je suis née, mes parents habitaient chez mes grands-parents. Quand j'avais 1 an, ils ont eu leur maison et sont déménagés. Et ils m'ont amenée avec eux, mais il paraît que je retournais toujours chez ma grand-mère. Quand mes grands-parents ont vu que je ne voulais pas partir avec mes parents, je suis restée avec mes grands-parents. Je crois même que c'est moi qui ai demandé à ma grand-mère de m'adopter.
il y a ici cet aîné qui a dû quitter, qui est parti sur le territoire pendant quelques mois quand son enfant était très, très bébé, là, il était très jeune. Ça ne devait pas faire très longtemps qu'elle avait accouché, mais elle partait sur le territoire. Elle ne pouvait pas amener son bébé avec elle. Elle l'a confié à quelqu'un, à un membre de la communauté. Et donc, elle dit, mon bébé avait à peu près 6 mois et je sentais aussi que mon bébé aimait bien rester là. Il pouvait nous voir tant qu'il le voulait, mais il restait avec cette famille. C'est ce qui fait qu'il a été élevé là. Il a été bien soigné. Donc, quand elle est revenue, après son séjour sur le territoire, elle a, après quelques jours, quelques semaines, réalisé que son enfant était mieux avec les personnes qui s'en est occupées pendant les premières années de sa vie. Et l'adoption, ou le Nikubaniem, a pris naissance comme ça, graduellement. Enfin, il y a cette jeune femme qui nous dit « J'ai vraiment eu le sentiment d'avoir choisi ma situation. J'ai vécu dans 3 familles différentes jusqu'à ce que je me sente réellement bien. Je pense qu'à un certain moment, les membres de ma famille se sont mis tous ensemble, qu'ils ont discuté, puis qu'ils ont dit « Bon, bien, moi, je vais la prendre. » Tout ça, c'est fait sans qu'on m'impose quoi que ce soit. Ce sont ça, les valeurs Innu, de partage, de famille, d'entraide et de respect. En tout cas, moi, c'est ce qui m'a beaucoup marqué. Je sentais que l'on respectait mon choix. Le 3e constat, c'est que la pratique du Nikubaniem ou du Nikubanishkwem, elle repose sur un ensemble de règles tacites. Quand je dis tacites, je veux dire des règles informelles. Il est à peu près impossible de décrire un modèle précis de qu'est-ce que c'est le Nikubaniem. J'aurais beaucoup de difficultés à vous le dire puisqu'il n'y a pas une manière unique de vivre le Nikubaniem. Il y a autant de façons que de parents dans la communauté, probablement, de la vivre. Par contre, à travers l'ensemble des récits, ou au fil des récits, il y a quand même des caractéristiques qui se répètent d'une histoire à l'autre et qui permettent de décrire certaines caractéristiques qui sont présentes un peu dans toutes les histoires. La première, c'est que les ententes, elles s'effectuent toujours d'une manière consensuelle entre les différentes parties, entre la mère biologique ou le père biologique, avec les personnes à qui ils vont confier. C'est une entente qui se fait entre eux de manière consensuelle. Parfois, le conseil de famille ou la famille élargie va faire partie de la discussion, mais ça se fait toujours de manière consensuelle. On n'impose pas le Nikubaniem et il n'y a jamais personne en autorité, quelqu'un qui viendrait imposer ou dire, bon, c'est comme ça que ça va se passer. C'est quelque chose qui se fait vraiment de manière informelle et ça se fait sans papier, sans signature de papier. L'autre caractéristique, c'est que ça ne brise pas le lien de filiation. Ce que je veux dire par là, et ça c'est un terme juridique, c'est pour ça qu'il apparaît dans nos PowerPoint, ça ne brise pas le lien de filiation, ça veut dire que ça ne coupe pas le lien avec la famille biologique. Dans l'adoption légale au Québec, quand on adopte un enfant, je deviens la mère, si c'est moi qui adopte, et la mère biologique, elle n'a plus de droit sur les enfants, et c'est plus sa mère. Elle est plus sur le baptistère, il y a toute une forme, un nouveau baptistère qui est créé, tout ça. Alors que chez les Innu, le lien de filiation, il est maintenu. Non seulement il est maintenu, ce lien-là avec la famille d'origine, il se superpose, si bien que les gens nous ont dit, ben moi, j'avais finalement 2 mamans, ma tante et ma mère. J'ai pas juste une mère, j'en ai 2. Hein. Ça explique tantôt qu'à un moment donné, on avait nous-mêmes la difficulté à savoir de qui parlait, puisqu'on utilise le même mot pour décrire les mêmes personnes. Le fait que les liens ne soient pas rompus et ne soient pas coupés, ben ça fait en sorte que l'adoption, elle n'est jamais confidentielle, ce qui est un peu problématique pour l'adoption légale, parce qu'au Québec, l'adoption, surtout si c'est à la naissance, c'est toujours confidentiel. Alors, dans la pratique du Nikubaniem, les enfants continuent de maintenir des liens avec leurs parents d'origine. Ils les connaissent, ils savent c'est qui. Souvent, ils restent sur la même rue. Ils continuent d'avoir des contacts très fréquents avec leurs parents d'origine. Et ces liens-là, de toute façon, ils sont aussi encouragés. On ne cherche pas nécessairement à couper les liens entre un enfant et sa mère biologique ou son père biologique, ou même le reste de sa famille qui sont associés là, à la famille d'origine. La pratique, en fait, elle peut être permanente. Hein, ça peut être une adoption qui va s'effectuer tout le long de la vie. L'enfant retournera jamais vivre dans sa famille biologique, donc ça peut être permanent.
Mais ça ne se décide pas du jour au lendemain, ça devient permanent parce que il n'y a pas eu d'autres décisions qui se sont prises au cours de la vie de l'enfant. Ça peut être aussi temporaire, pendant quelques mois, quelques années, ou ça peut être intermittent. L'enfant va partir, va vivre avec ses grands-parents, va retourner vivre avec ses parents d'origine et peut finalement retourner vivre avec les grands-parents. Il peut avoir des retours comme ça, c'est pas interdit. Mais dans tous les cas, ce qui est clair, c'est que ça peut être réversible. Alors qu'en adoption légale, quand on a fait une adoption, on ne revient pas sur cette décision-là, c'est fini à vie. Alors que chez les Inuits, c'est jamais final. L'enfant peut toujours, à un moment donné, retourner vivre avec ses parents d'origine. En fait, c'est tellement vrai que c'est réversible que plusieurs, et ça c'est plus des aînés qui nous ont raconté ça, surtout si l'enfant vit depuis très, très jeune ou la naissance avec les grands-parents. Les grands-parents, quand l'enfant va avoir à peu près une dizaine d'années, va encourager l'enfant à retourner vivre avec ses parents biologiques pour apprendre à les connaître. Dans bien des cas, les enfants vont revenir vivre avec la grand-mère après quelques mois ou quelques temps. Mais il y a eu des histoires où l'enfant a décidé de rester avec ses parents biologiques à la suite de ce retour qui a été recommandé. On n'impose pas, même si on demande aux enfants de retourner dans leur famille, on ne va jamais imposer à un enfant. S'ils ne veulent pas, il n'y aura pas cette imposition-là, mais on va l'encourager. Un dernier constat. Ça porte sur le fait qu'aujourd'hui, l'adoption coutumière, elle a évolué avec le temps. Ça ne se vit plus comme ça se vivait là, à l'époque de vos ancêtres. Il faut savoir que l'adoption coutumière ou le Nikubaniem, c'est une pratique qui existe depuis toujours, qui fait partie du mode de vie des Inuits. Et à l'époque, avant qu'on débarque dans votre vie, vous partiez en clans familiaux sur le territoire et, d'une certaine façon, le Nikubaniem permettait d'assurer la survie parce que on créait des liens de parenté avec plusieurs clans familiaux en favorisant le Nikubaniem, et si bien que quand un clan partait sur le territoire l'hiver et qu'il était en besoin ou qu'il vivait un problème et qu'il rencontrait un autre clan, il était certain d'avoir des liens de parenté à cause de la question du Nikubaniem, si bien que ça permettait d'assurer la survie sur le territoire, de limiter les risques qu'on peut rencontrer quand on est sur le territoire l'hiver. Aujourd'hui, cette pratique-là n'a plus cette fonction-là d'assurer la survie, mais elle fonctionne un peu de la même façon parce que les enfants maintiennent des liens significatifs avec l'ensemble de la famille élargie de la famille adoptive et parce qu'elle maintient aussi des liens significatifs avec l'ensemble des membres de la famille biologique. Puis quand moi, Nadine m'a dit un jour que dans sa famille, ils étaient 300, puis qu'on multiplie ça par 2, on est rendu à 600. Au Québec, ça choque un peu l'esprit de moi. Si vous me demandez combien on est dans ma famille, là, je fais vite le tour, je n'arrive pas à 300. Je ne sais même pas comment tu fais pour appeler du nom de tout le monde, mais bon. Si bien que tous ces liens-là, ça a la capacité d'assurer un filet de sécurité aux enfants. Et donc, aujourd'hui, si ça ne permet pas d'assurer la survie, ça permet à la limite la survie de la culture Innu, mais c'est surtout, ça permet d'assurer le bien-être et la protection des enfants. Et ça, c'était notre dernier constat. Je vais maintenant laisser la parole à Sébastien qui va un peu vous dire ce qui est arrivé avec ce projet-là de recherche, parce qu'il y a eu des suites avec le projet de loi. Et puis ça, je vais laisser le scoop à Sébastien. Merci. Alors, OK, un peu plus lentement. D'accord. Alors, tout ce que Christiane vient d'expliquer, dans le fond, c'est ce que moi j'appelle le droit Innu de l'adoption. Et le fait que, jusqu'à tout récemment, l'État québécois refusait de reconnaître le droit Innu de l'adoption, disait dans le fond, c'est pas dans le Code civil, alors ça n'existe pas. Ça donnait lieu à toutes sortes de problèmes pratiques. Alors, par exemple,
Qu'est-ce qui se passe si vous voulez renouveler une carte d'assurance maladie, obtenir un passeport et que vous n'êtes pas le vrai parent? Est-ce que vous pouvez consentir à des soins médicaux? Est-ce que vous pouvez signer à l'école? Alors, on le voit, le refus du gouvernement québécois de reconnaître ce qu'on appelle l'adoption coutumière ou le Nekubaniam ou Nekubanishkwem donnait lieu à toutes sortes de problèmes. Et c'est pour ça que plusieurs peuples autochtones du Québec revendiquent depuis longtemps la reconnaissance de l'adoption coutumière par l'État québécois, par le Code civil. Et ça, cette revendication-là, c'est une revendication qui a été portée beaucoup par les Inuits. Bon, pourquoi? Il y a toutes sortes de raisons. Je pense que l'adoption chez les Inuits, d'abord, elle est différente de l'adoption chez les Premières Nations. Elle brise le lien de filiation, si je comprends bien. Et elle a été davantage étudiée par les universitaires non autochtones, par les anthropologues, et ainsi de suite. Donc, elle est mieux connue. Et bon, il y a eu des études, des groupes de travail, et il y a des projets de loi qui ont été déposés. Et là, il y a eu toutes sortes d'accidents de parcours. Il y a un projet de loi qui a été déposé. Ensuite, il y a des élections qui ont été déclenchées. Alors, le projet de loi est mort au feuilleton. Il a fallu recommencer, puis ensuite recommencer une deuxième fois. Alors, finalement, le projet de loi qui a été adopté en juin dernier, c'est le projet de loi 113. Et, comme je disais, c'est un projet de loi qui a été inspiré par les revendications des Inuits. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que ce projet de loi-là, dans sa version initiale, il permettait de reconnaître l'adoption coutumière, mais seulement si l'adoption en cause brise le lien de filiation et en crée un nouveau. Et quand on a vu ça dans notre équipe, Nadine, on s'est dit, mais ça ne fonctionnera pas chez les Inuits. Puisque, on l'a vu, le Nekubaniam ou Nekubanishkwem, ça ne brise jamais le lien de filiation d'origine, ça ne crée pas nécessairement, ou en tout cas pas tout de suite, un nouveau lien de filiation. Alors, comment les Inuits vont pouvoir profiter de cette loi-là? On ne le savait pas. Alors, on a fait un mémoire qu'on a présenté à l'Assemblée nationale. Virginie Michel, Nadine était là et moi, pour demander que le projet de loi soit bonifié pour permettre la reconnaissance du Nekubaniam des Inuits. Et on n'était pas tout seul. Les Atikamekw aussi ont dit, mais ça ne fonctionnera pas pour nous. Il faudrait ajouter quelque chose au projet de loi. Et on a travaillé avec les Atikamekw pour présenter des solutions, des manières d'améliorer le projet de loi et qui allaient permettre la reconnaissance du Nekubaniam ou de l'adoption chez les peuples autochtones, notamment du sud du Québec, là, pour qui l'adoption coutumière ne brise pas le lien de filiation original. Alors, ça a généralement été bien reçu à l'Assemblée nationale. Et là, il y a un beau proverbe qui dit « Les lois, c'est comme la saucisse. Il est mieux de ne pas savoir comment c'est fabriqué. » Alors, je ne vous dirai pas comment a été fabriqué là, ce projet de loi-là. Si vous voulez le savoir, vous parlerez à Jean-Claude Terrien-Pinette. Mais je vais vous parler là, du point d'arrivée. Alors, le 16 juin 2017, le projet de loi 113 a été adopté avec des modifications proposées par Wawitchtun, proposées par
le Conseil de la Nation Atikamekw, qui permettent la reconnaissance de l'adoption coutumière qui ne brise pas le lien de filiation. Et ça, je pense, c'était une grande victoire pour la nation Innu, une grande victoire pour la nation Atikamekw et d'autres nations, d'autres Premières Nations du Québec. Alors, comment ça fonctionne? Et je reviens à cette idée que le droit Innu existe indépendamment du droit québécois. Je veux dire, on l'a constaté dans notre recherche. Le droit Innu, il existe encore, il existe toujours, il est pratiqué. Je veux dire, le Nekubaniam, ça fonctionne, c'est utilisé, même lorsque le droit québécois ne le reconnaissait pas. Alors, c'est vraiment deux systèmes indépendants. Et là, ce que le projet de loi 113 a fait, c'est de prévoir un pont ou une passerelle, si vous voulez, pour pouvoir se promener de l'un à l'autre. Ou si je peux utiliser l'analogie de la traduction, c'est comme deux langues différentes. Et là, le projet de loi permet de traduire d'une langue à l'autre, de traduire une situation en droit Innu vers des concepts de droit québécois. Puis là, c'est pas toujours facile, la traduction. Hein? Moi, je le fais souvent entre l'anglais et le français. Et, tu sais, des fois, il y a des mots en français qu'on n'arrive pas à traduire en anglais. Puis là, on se dit, OK, tel mot, je sais très bien ce que ça veut dire en français, mais là, il n'y a pas d'équivalent exact en anglais. Alors là, pour que les Anglais comprennent, je suis obligé de remplacer un mot par une phrase ou par une explication, puis c'est pas parfait, là, mais tant que les Anglais comprennent, je me dis ça marche. Puis j'imagine qu'entre le français et l'Innu, là, vous connaissez ce genre de difficultés-là. Là, il y a des concepts de la langue Innu, des mots de la langue Innu, qui n'ont pas d'équivalent exact en français. Alors, ce qui est vrai pour les langues, c'est aussi vrai pour les systèmes juridiques. Alors, le Nekubaniam du droit Innu n'a pas d'équivalent exact en droit québécois. Okay? Ce n'est pas l'adoption légale. Il n'y avait pas de concept. Alors, il a fallu qu'on fasse un choix. Et en fait, le gouvernement du Québec a créé un nouveau concept de droit québécois qui s'appelle la tutelle supplétive, qui est le point d'arrivée de cette passerelle-là ou de ce pont-là du droit Innu vers le droit québécois. La tutelle supplétive, là, je simplifie, c'est essentiellement un transfert de l'autorité parentale et d'un certain nombre d'autres choses. C'est pour ça qu'on appelle ça la tutelle. Mais ce n'est pas une adoption. Ça ne change pas le lien de filiation. Alors, ce qui va se passer, c'est que lorsque une situation de Nekubaniam a lieu en droit Innu, il va y avoir une autorité ou un organisme dans les communautés autochtones pour reconnaître cette situation-là et émettre un certificat. Et dès qu'un certificat va avoir été émis, eh bien là, les organismes du gouvernement québécois, les écoles, les hôpitaux, vont être obligés de reconnaître le fait qu'il y a eu un transfert de l'autorité parentale ou de la tutelle. Et donc, en pratique, lorsqu'un certificat va être émis, les parents adoptifs, entre guillemets, vont pouvoir demander une carte d'assurance maladie au nom de leur enfant, vont pouvoir consentir à des soins médicaux, inscrire l'enfant à l'école ou demander un passeport, sans avoir à aller courir après la signature des parents d'origine. Et ça, on pense que ça va simplifier considérablement la vie
des parents adoptifs, là, de ceux qui ont un Nekubanium ou Nekubaneshquam chez eux. Avant de conclure, je veux juste mentionner aussi une chose. Vous allez peut-être vous poser la question, oui, mais quel est le lien entre ce nouveau mécanisme-là et la protection de la jeunesse? Je dirais qu'il n'y en a pas. Ce sont deux systèmes séparés, en principe. Et ça veut dire que, d'abord, le Nekubanium, c'est une situation tout à fait légitime, ce n'est pas un abandon d'enfant, ce n'est pas un motif de signaler l'enfant en protection de la jeunesse. Okay? Le Nekubanium n'est pas non plus une manière de sortir un enfant de la protection de la jeunesse alors qu'il y est déjà. Mais le fait de procéder à un Nekubanium n'immunise pas cette famille-là contre la protection de la jeunesse. Alors, s'il y a quelque chose qui se passe de mauvais dans la famille, bien, la protection de la jeunesse peut quand même venir et faire tout ce qu'elle a à faire. Mais, donc ce serait deux choses indépendantes. Mais, j'ose espérer que, dans bien des cas, les personnes concernées, les familles, vont pouvoir mettre en œuvre une situation de Nekubanium pour régler un problème qui, autrement, serait réglé par la protection de la jeunesse. Alors ça, c'est possible. Et lorsque, disons, il y a des parents qui ont de la difficulté ou qui ont, pour toutes sortes de raisons, qui ne peuvent pas s'occuper adéquatement de leur enfant, bien, c'est une bonne raison pour avoir recours au Nekubanium et pour voir s'il n'y aurait pas d'autres membres de la famille ou d'autres personnes qui pourraient s'en occuper et à qui on pourrait transférer la garde de l'enfant. Et à ce moment-là, l'enfant ne serait pas considéré comme étant comme ayant sa sécurité et son développement compromis. Et ça permettrait d'éviter le recours à la protection de la jeunesse. Alors, c'est un peu le fonctionnement du nouveau régime. Évidemment, pour ça, il faudra mettre sur pied une autorité ou un organisme au sein de la communauté. Et Nadine a déjà mis sur pied un comité qui est en train de réfléchir au fonctionnement, à la composition de cet organisme-là et à la procédure qui va suivre pour reconnaître des situations de Nekubanium. Alors, finalement, je pense que le projet de loi 113, c'est une grande victoire pour les communautés autochtones parce que c'est la première fois qu'on reconnaît explicitement l'existence des systèmes juridiques autochtones et qu'on aménage une passerelle sur un pied d'égalité entre le droit québécois et le droit innu. Et je pense donc que c'est une façon remarquable de mettre en œuvre des relations de nation à nation. Et si ça fonctionne, ça pourrait être un modèle pour d'autres communautés. Si ça fonctionne, ça pourrait aussi être un modèle pour d'autres domaines d'activité, là où on pourrait reconnaître une plus grande autonomie au peuple autochtone. Alors moi, je suis bien heureux et j'ai bien hâte de voir la mise en œuvre de ce projet-là. On espère que ça va se faire pour juin 2018 parce que les dispositions du Code civil vont entrer en vigueur là, 1 an après leur adoption. Là, donc, au mois de juin prochain, on espère que le système au sein de la communauté sera en place pour ce moment-là. Alors, c'était ce que nous avions à vous dire et nous vous disons Tunash Kumitinao. Excusez.
Merci. Moi, je ne me sais même pas. Une autre fois. Est-ce que vous avez des questions? Je m'excuse, je vais parler dans le micro. Est-ce que vous avez des questions, des commentaires? Oui. Vous venez au micro. Ah, toi, lui, il est grand. Oui, dans le fond, ce que je voulais savoir, la bonification de la loi 113, c'est dans le fond quelque chose, c'est comme une bonification pour la communauté de Ouachata-Malutennam seulement? Elle ne s'applique pas aux autres communautés? Non, elle s'applique à toutes les communautés des Premières Nations qui ont une pratique du Nekoombaniem qui est similaire à la vôtre. La beauté de la chose, c'est ce qui a été négocié pendant des semaines et qui a fait, Sébastien disait tantôt, on ne veut pas trop savoir comment ça se travaille une loi, c'est qu'on trouvé une façon de faire le pont entre les deux systèmes qui fait en sorte qu'on n'a pas eu à décrire la pratique, parce que la pratique, elle peut être différente un peu d'une communauté à l'autre. Comme je disais, elle est même très différente d'une famille à l'autre, mais c'est le pont qui permet que chaque communauté va pouvoir adopter d'avoir une personne qui va pouvoir reconnaître l'adoption telle qu'elle se vit dans chacune des communautés. Donc, toutes les communautés des Premières Nations vont pouvoir, au Québec, là, en bénéficier. Pas seulement là, les îles. Okay. Puis, je voulais savoir, est-ce que vous savez si d'autres communautés ont emboîté le pas, ont commencé, mettons, à faire un processus d'avoir un comité qui va reconnaître, qui va émettre ces certificats-là? Est-ce qu'il y en a d'autres communautés au travers du Québec? Je ne le sais pas, mais tout ce que je peux dire, c'est que les Atikamekw ont été très actifs dans le dossier, se sont montrés particulièrement intéressés à la question. Est-ce qu'ils ont mis en place un comité? Ça, je ne le sais pas. Je dirais aussi que les CRI qui ont participé là, depuis le début à la mise en place là, du projet de loi, probablement qu'eux aussi là, vont entreprendre quelque chose. Oui, sauf que eux, ce serait selon le projet de loi dans sa version initiale. Eux étaient, semble-t-il, d'accord avec ça. Là. Une dernière petite question. Mettons qu'il y a un comité qui émet ces reconnaissances-là, mettons à Ouachata-Malutennam. Est-ce que ça va être dans des cas pour seulement Ouachata-Malutennam ou elle va pouvoir les mettre pour toute personne qui le demande à ce comité-là? C'est-à-dire que la loi prévoit la possibilité d'adoption entre différentes communautés autochtones. Et à ce moment-là, ce serait l'organisme de la communauté de l'enfant. Qui va y mettre. Oui. OK, merci. D'autres questions, des commentaires? Alors, Nadine, le mot de clôture. Oui, c'est ça. Bien, je suis contente pour les gens qui se sont déplacés, puis pour les gens aussi qui sont sur InWeb et qui ont écouté attentivement votre présentation. On tient aussi à vous remercier du grand travail que vous avez fait avec nous, parce qu'on n'aurait pas pu réaliser tout ça sans vous, des gens de cœur qui, justement, croient aux capacités des communautés, puis à permettre aussi de faire en sorte que ce qui n'est pas écrit existe. Parce que c'est sûr que ces pratiques-là, ça, c'est des pratiques orales, mais la recherche, ce qu'elle permet dans les faits, c'est de l'écrire. Et à partir du moment que c'est écrit, bien, ça permet aussi de pouvoir nous donner des moyens, nous, les communautés, pour revendiquer des choses au niveau des gouvernements. Donc, on tient à vous remercier parce que, tu sais, on a eu beaucoup d'aventures, je vous dirais, dans les derniers mois pour des modifications législatives qui ont fait une différence pour la communauté d'Ouachata, mais aussi pour les autres communautés. Je veux juste peut-être penser à la question qui avait été posée, je ne sais pas si c'est Jonathan ton nom? OK. Par Jonathan.
Moi, je tiens juste à préciser que lors des discussions qu'on a eues dans le comité, Monique fait partie aussi du comité, et les chercheurs, il y a Elena Grégoire aussi qui est là, puis il y a d'autres membres aussi qui participent à ce comité-là. Mais je tiens à préciser, il y a quelque chose, par exemple, qui est ressorti, puis tu sais, on parlait de valeurs d'entraide. C'est clair que pour le comité actuel, ce qui s'est dit, c'est que éventuellement, s'il y a des communautés qui veulent voir les travaux qu'on fait par rapport à ça, on était très ouverts justement à partager tout ça, parce qu'on sait très bien que peut-être il y a des communautés qui n'ont pas la chance qu'on a, nous, à Ouachat, d'être accompagnés par des chercheurs qui sont engagés de cœur, qui travaillent avec nous dans nos projets de gouvernance en matière de protection de la jeunesse, en développement des connaissances. Donc, ça, c'est quelque chose là, qui a été discuté lors du comité. Puis moi, je tiens à le souligner parce que s'il y a des gens qui sont intéressés par ce qu'on fait par rapport à l'instauration de l'autorité compétente, c'est clair que ça a été clairement dit qu'on partagerait ça. Fait que s'il y a des gens qui veulent instaurer ça, c'est sûr que nous, on est en train de travailler là-dessus. On doit adopter aussi le document, mais quand ça va être accessible, nous, on va partager tout ça. Fait que s'il y a d'autres nations ou d'autres communautés, le but n'étant pas de partir de zéro. Ça veut dire peut-être qu'il va y avoir des choses qui pourraient être utilisées, puis, ou soit adaptées selon la communauté ou leurs besoins, mais c'est toujours plus difficile de partir de rien. Tandis qu'on va avoir des documents, nous, qu'on a travaillé avec des chercheurs, avec des données de recherche qui justement ont démontré la valeur des résultats que ça a donné, que justement, oui, on a comment que Sébastien le dit si bien, instance juridique, comment tu dis ça? Un système juridique. Un système juridique inou. Bien, ces instances-là aussi existent dans d'autres communautés, dans d'autres nations. Fait que moi, en terminant, ben, je tiens à vous remercier, Sébastien puis Christiane, de vous être déplacés, puis d'être venus ici écouter. Puis on espère que le projet va avancer, puis qu'on va être en mesure de pouvoir présenter, encore de manière publique, parce que ça, c'est la communauté, la recherche. C'est les membres de la communauté qui ont contribué à ça. C'est eux qui ont donné leur temps. Puis moi, je pense que quand on va voir terminer, on va tout élaborer ça justement pour que les gens prennent connaissance des travaux pour qu'ils puissent bénéficier de cette instance-là qui va être créée, puis de pouvoir justement revitaliser puis favoriser ce type de pratique-là qui existait avant, puis qui était une manière pour nous de protéger nos enfants. Fait que moi, je vous laisse là-dessus, puis je suis très contente de votre venue, puis on va vous redonner des nouvelles, c'est sûr, parce que c'est un dossier qui est encore en cours, vu les travaux pour l'instauration du comité de l'autorité compétente. Donc, on remercie tout le monde qui nous ont écoutés aujourd'hui, puis on vous souhaite une bonne soirée. Merci. Merci. Merci.